Salut, je m'appelle Adam Bennett. J'ai 28 ans. Je suis originaire d'une petite ville poussiéreuse du Texas, mais je travaille dur à Denver depuis 5 ans. Je travaille comme un rédacteur junior chez Sterling Marketing Solutions, une entreprise de taille moyenne située dans le centre-ville qui gère des campagnes publicitaires pour toutes sortes d'entreprises, des brasseries locales aux grandes startups technologiques. Ce n'est pas très glamour. La plupart du temps, je suis penché sur mon bureau dans un open space à rédiger des slogans et des publications sur les réseaux sociaux dont personne ne se souvient vraiment. Je porte toujours les mêmes chemises délavées, j'achète un café bon marché à la machine du hall et je me faufile chaque matin dans le tramway bondé, me fondant dans la foule des navetteurs, les écouteurs dans les oreilles et les yeux rivés sur leur téléphone. Mes amis restés au Texas avaient l'habitude de plaisanter en disant que j'étais le roi du compromis. Adam, tu es quelqu'un qui joue la carte de la sécurité, me disait-il autour d'une bière lors de mes rares visites au Texas. Et honnêtement, je ne pouvais pas les contredire. J'ai toujours vécu au jour le jour, payant le loyer d'un petit appartement d'une chambre dans un quartier peu recommandable de Capitol Hill, achetant des burritos à emporter pour le dîner et envoyant le peu d'argent qui me restait à ma mère. Elle a aujourd'hui 62 ans et vit seule dans notre ancienne maison familiale près d'Austin, survivant grâce à la sécurité sociale et à des petits boulots occasionnels de ménage. Papa était le soutien de famille, un mécanicien qui réparait des camions jusqu'à ce que son corps lâche. Mais l'année dernière, tout s'est effondré lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Les traitements ont épuisé nos économies et même après son décès, les factures médicales ont continué à s'accumuler comme une cruelle plaisanterie. J'ai contracté des emprunts, utilisé toutes mes cartes de crédit, fait tout ce que je pouvais pour payer les funérailles et empêcher ma mère de perdre la maison. Aujourd'hui, je croule sous plus de 50 000 de dettes. C'est comme une ombre qui me suit partout. Dernièrement, les choses ont empiré. Il y a 2 semaines, mon propriétaire a glissé un avis d'expulsion sous ma porte. 3 mois de loyer en retard, sans possibilité de prolongation. Je me suis démené, j'ai accepté des petits boulots en freelance, j'ai réécrit des articles de blog pour quelques centimes, j'ai vendu mon vieil appareil photo réflexe numérique sur Craigslist, j'ai même demandé des prêts à d'anciens camarades de fac, mais les réponses sont toujours les mêmes. Un «Désolé mec, les temps sont durs», compatissant, ou un refus rapide sur Venmo. Personne ne veut venir en aide à quelqu'un qui a toujours du mal à joindre les deux bouts. Je passe mes nuits à fixer le plafond, à calculer combien de temps je peux faire durer mon dernier salaire, à me demander si je vais finir par dormir sur le canapé d'un ami ou, pire encore, retourner au Texas, vaincu. Ce lundi matin a commencé comme n'importe quel autre cauchemar. J'étais à mon bureau tôt, souffrant d'un mal de tête après une autre nuit blanche, lorsque j'ai ouvert ma boîte de réception et découvert une pile de rappels de factures en retard. Paiement à l'hôpital, relevé de carte de crédit, suivi d'expulsion. Tout cela se confondait en un poids suffocant. Je me suis frotté les tempes en essayant de me concentrer sur le dossier de campagne devant moi, mais mon esprit ne cessait de dériver vers le fond du gouffre. Jusqu'où pouvais-je encore descendre? C'est alors que l'email est apparu. Court, sans objet, juste « Retrouvez-moi dans mon bureau, 9 heures pile ». Luna Sterling, ma supérieure directe, la reine de glace de l'entreprise. Elle a 42 ans, c'est le genre de femme qui impose le respect sans élever la voix. Des tailleurs impeccables, une coupe au carré parfaite et des yeux qui pourraient transpercer l'acier. Tout le monde chuchote à son sujet. Impitoyable lors des réunions du conseil d'administration, elle ne socialise jamais lors des happy hours. Et la rumeur dit qu'elle s'est hissée au poste de vice-présidente en manipulant sa propre famille. Les Sterling sont propriétaires de l'entreprise. Son frère Derek rôde toujours dans l'ombre, attendant qu'elle commette une erreur. Je n'ai interagi avec elle que lors de réunions d'équipe où elle dissèque les idées avec une précision chirurgicale. Pas de bavardage, pas de chaleur humaine. Pourquoi diable voudrait-elle me voir? À 9 heures pile, j'ai frappé à sa porte au 36e étage. Le bureau était une forteresse aux murs de verre donnant sur les Rocheuses, avec des lignes épurées et une décoration minimaliste. Au début, elle n'a pas levé les yeux de son ordinateur, se contentant de me faire signe de m'asseoir sur la chaise en face de son imposant bureau en chêne. «Essayez-vous», m'a-t-elle dit d'une voix neutre et efficace, comme si elle cochait une liste de tâches. Je me suis assis,
les paumes moites malgré la fraîcheur de la climatisation. Finalement, elle a fait glisser un épais dossier sur le bureau. Ouvrez-le. Je l'ai ouvert et mon estomac s'est noué. C'était moi. Chaque détail de ma vie pathétique était exposé au grand jour. Des copies des factures médicales du traitement de mon père. Des relevés bancaires montrant mes comptes à découvert. L'avis d'expulsion scanné en haute résolution. Même mon rapport de solvabilité avec ses signaux d'alerte rouge criants. Comment avez-vous? J'ai demandé à mon assistant de vérifier vos antécédents. Luna m'interrompit en se calant dans son fauteuil. Discrètement, bien sûr. Vous êtes en chute libre, Adam. Pas d'économie, des délais qui s'accumulent, une expulsion imminente. Tu ne tiendras pas un mois de plus. Je me sentais exposé, violé. Pourquoi? Qu'est-ce que cela a à voir avec? Elle m'a de nouveau coupé la parole. J'ai besoin d'un mari temporairement. 12 mois, ni plus, ni moins. Je l'ai regardé fixement, attendant la chute. Mais son expression est restée impassible. Un mariage de convenance, a-t-elle poursuivi. La fiducie de ma famille stipule que pour conserver le contrôle de l'entreprise, je dois être marié avant la fin de l'année. Sinon, elle reviendra à Derek. Il convoite mon poste depuis des années. Je ne laisserai pas cela arriver. Tu es sérieuse? Absolument. Si tu acceptes, je effacerai toutes tes dettes, médicales, loyer, tout. Plus une prime de 100 000 $ à la fin pour prendre un nouveau départ. Tu emménageras avec moi, tu joueras le jeu en public, et c'est tout. Aucune condition au-delà du contrat. Si tu refuses, cette conversation n'aura jamais eu lieu. Mon esprit était en ébullition. C'était fou. Un scénario tiré d'une mauvaise comédie romantique, mais avec des enjeux réels. Luna ne me faisait pas la charité. C'était une transaction, pure et simple. J'ai pensé à la maison de ma mère, sur le point d'être saisie, mon compte en banque vide. L'expulsion qui me guettait, dire non signifiait me retrouver à la rue. Dire oui signifiait vendre une année de ma vie à une femme que je connaissais à peine. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement bientôt vide, j'ai fait les 100 pas, pesant le pour et le contre entre dignité et survie. Ma fierté me criait de partir. Le désespoir me murmurait que c'était peut-être ma seule chance. Maintenant, à l'aube, j'avais fait mon choix. Je suis retourné à son bureau, j'ai pris le stylo et j'ai signé. Pendant que l'encre séchait, je me suis demandé si je venais de me sauver ou de sceller mon destin. Cet après-midi-là, juste après avoir signé le contrat dans le bureau de Luna, tout s'est précipité. Elle m'a remis une carte clé et une adresse griffonnée sur un post-it. Son penthouse dans l'un des gratte-ciel élégants du centre-ville de Denver. Préparez vos affaires. Un chauffeur viendra vous chercher à 17h pile. Nous nous occuperons du reste. Pas d'adieu, pas de poignée de main, juste cette efficacité clinique à laquelle je m'attendais de sa part. J'ai acquiescé, j'ai quitté le bâtiment en quelques jours et je suis retourné à mon futur ancien appartement. Je n'ai pas mis longtemps à faire mes valises. 2 valises de vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable et une photo encadrée de mes parents à une époque plus heureuse. Le reste, je pouvais le laisser ou le vendre. À 17h, un SUV noir m'attendait devant l'immeuble et je suis monté à bord sans dire un mot au chauffeur. Le penthouse se trouvait au dernier étage, accessible uniquement par un ascenseur privé. Lorsque les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un espace qui respirait la richesse et l'isolement. Les baies vitrées donnaient sur les toits de la ville, mais la lumière était crue, filtrée par des stores automatiques. Le mobilier était entièrement moderne. Des canapés en cuir et des tons neutres, des œuvres d'art abstraites aux murs qui semblaient coûteuses, mais sans vie. La cuisine brillait de ses appareils en acier inoxydable que je ne saurais probablement même pas utiliser. Poste de plantes, poste de touche personnelle, juste une perfection stérile. Luna était déjà là, debout près de l'îlot central, une tablette à la main. Ta chambre est au bout du couloir. Deuxième porte à gauche, le placard est vide. Nous annoncerons le mariage demain. Le communiqué de presse sera publié à 8 heures. Elle fit glisser un épais classeur sur le comptoir. Lis ça, mémorise-le. Le classeur était son guide pour jouer son rôle. Il était méticuleux, comme un manuel d'entreprise. Instructions sur la posture. Tiens-toi droite, les épaules en arrière. Ne te voûte pas. Comment tenir un verre de vin? Seulement par le pied. Le petit doigt vers le bas. Sujet de conversation pour les événements. Rester neutre, parler du temps,
des voyages, des étapes importantes de l'entreprise, éviter la politique ou la famille. Il y avait même une section sur le contact physique. La main dans le creux de son dos pour les photos, de légers baisers sur la joue en public, rien de plus intime et rien de moins précis. Je devais apprendre l'histoire de la famille Sterling, une vieille fortune issue du pétrole dans les années 80, désormais diversifiée dans la technologie et l'immobilier. Notre histoire d'amour. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'un gala de charité à Aspen, il y a 6 mois. Une romance fulgurante qui nous a amenés à nous enfuir à Las Vegas pour plus d'intimité. Tout était inventé, jusqu'aux fausses photos qu'elle avait fait retoucher par son équipe. Des questions, demanda-t-elle sans lever les yeux de son écran. Je secouai la tête avec l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Cette première nuit, je défis mes valises dans la chambre d'amis. Un lit king size avec des draps impeccables, une salle de bain attenante plus grande que mon ancien appartement. Elle a commandé des sushis à emporter pour le dîner. Nous avons mangé en silence à table. Elle tapait des emails tandis que je regardais les lumières de la ville en contrebas. Elle s'est retirée dans sa suite à 22 heures, me laissant seul dans cet immense espace. Le silence était assourdissant. Pas de plancher qui craque, pas de voisins qui se disputent à travers les murs fins, juste le ronronnement de la climatisation et mes pensées qui s'emballaient. Est-ce que cela en valait la peine? Effacer mes dettes pour une année de faux-semblants? Les semaines suivantes se sont brouillées dans une routine de faux-semblants. L'emploi du temps de Luna était implacable. Elle partait à l'aube pour des réunions et rentrait tard après des dîners avec des clients. J'ai gardé mon emploi au cabinet, mais désormais, des chuchotements me suivaient dans les couloirs. C'est le mari de Luna, le rédacteur publicitaire. Notre première sortie publique a été un gala d'entreprise dans la salle de bal d'un hôtel chic. Je portais un costume sur mesure qu'elle avait fait livrer. Il était inconfortable, mais m'allait comme un gant. Luna, vêtue d'une robe de soirée noire et parée de diamants, m'a pris le bras lorsque nous sommes entrés. Flash des photographes, poignée de main avec les dirigeants. J'ai souri sur Q, j'ai récité notre histoire préparée à l'avance lorsqu'on me l'a demandé, mais à l'intérieur, je me sentais comme un imposteur. Un mot de travers et toute la mascarade pouvait s'effondrer. C'est lors de cet événement que j'ai rencontré Derek, son frère, pour la première fois. Il était plus grand que moi, la quarantaine bien sonnée, avec une poignée de main puissante et des yeux qui me scannaient comme un code barre. « Alors, c'est toi l'heureux élu, m'a-t-il dit, sans sourire. Luna va vite, j'espère que tu pourras suivre. » Il y avait une pointe d'agressivité dans sa voix, comme s'il avait senti quelque chose qui clochait. Plus tard, alors que nous posions pour des photos, Luna a serré mon bras plus fort, un signe subtil de tension. De retour à l'appartement, elle s'est servi un scotch et un cigare. Derek a toujours été méfiant. Contente-toi de suivre le script. Vivant sous le même toit, les failles de son armure sont apparues. Une nuit, je l'ai trouvé à 2 heures du matin, affalé sur son ordinateur portable dans le salon, se frottant les tempes. L'écran affichait des feuilles de calcul, sans doute les projections de l'entreprise. Elle avait l'air épuisée, humaine pour la première fois. J'ai hésité sur le seuil de la porte, puis j'ai pris un verre d'eau et l'ai posé à côté d'elle. « Ça va? » Elle a levé les yeux, surprise, puis a acquiescé brièvement. Mais au fil des jours, ces moments se sont multipliés. Nous nous croisions dans la cuisine, partagions un café, et la conversation s'engageait. Je lui parlais des étés au Texas, du Chili maison de ma mère, de la douleur d'avoir perdu mon père sans pouvoir faire mon deuil. Elle s'est ouverte par bribes, évoquant son enfance sous la coupe de son père, ses efforts pour faire ses preuves dans un conseil d'administration dominé par les hommes, l'isolement lié au fait d'être toujours la patronne. Aucune vulnérabilité n'était permise. Pour la première fois, j'ai vu au-delà de la reine de glace, une femme qui avait érigé des murs pour survivre, mais qui peut-être en avait assez. Nous n'étions pas encore proches, loin de là. Mais dans ce penthouse froid, une fragile compréhension a commencé à se former. Au fil des semaines et des mois, la frontière entre notre vie scénarisée et la réalité a commencé à s'estomper d'une manière que je n'avais pas anticipée. Au début, c'était subtil, de petits moments qui ont ébranlé les murs que nous avions tous deux érigés. Je surprenais Luna en train de me regarder par-dessus le comptoir du petit déjeuner, son regard habituellement perçant s'adoucissant pendant une fraction de seconde, où elle rentrait plus tôt que prévu, enlevait ses talons et me demandait « Dure journée ?»
D'un ton qui n'était pas seulement une politesse de circonstance. Je lui racontais en détail une présentation frustrante à un client ou une campagne qui avait mal tourné, et elle écoutait vraiment, hochant la tête sans m'interrompre. C'était étrange, presque intime, dans ce vaste penthouse où tout résonnait. J'ai commencé à attendre ces soirées avec impatience, même si elles se terminaient par son retour dans son bureau et le mien dans ma chambre. En public, nous étions parfaits. Lors des événements de réseautage et des dîners avec les clients, je me glissais désormais sans effort dans mon rôle, le bras autour de sa taille, un sourire étudié, récitant notre histoire inventée comme si c'était de la vérité. Nous nous sommes rencontrés lors du gala d'Aspen, disais-je à la femme d'un cadre supérieur. Elle a renversé son verre sur moi. Un début classique de comédie romantique. Luna riait doucement, la main sur mon épaule, et pendant ces moments-là, cela semblait presque sincère. Mais une fois rentré à la maison, le masque tombait, et il ne restait plus qu'une tension silencieuse, comme si nous attendions tous les deux que l'autre la reconnaisse. Tout a culminé pendant un week-end dans la propriété de la famille Sterling, une vaste villa située dans les contreforts de Denver. Luna avait présenté cela comme une apparition nécessaire, une retraite d'entreprise déguisée en réunion de famille pour célébrer une grande fusion. Derek serait là, bien sûr, ainsi que les membres du conseil d'administration et les proches. Nous devons être convaincants, m'avait-elle prévenu pendant que nous faisions nos valises. Il a posé des questions. Le trajet en voiture fut tendu. Luna tenait fermement le volant de son élégante Audi, la mâchoire serrée. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en racontant des anecdotes sur ma vie au Texas, les barbecues avec les voisins, les rodéos poussiéreux, mais elle se contentait de marmonner des réponses, l'esprit ailleurs. Le domaine était somptueux. Des pelouses impeccables, un manoir en pierre recouvert de lierre et des suites d'invités qui faisaient paraître notre penthouse modeste. On nous a naturellement attribué une chambre commune. Lit king-size cheminée, tout le tralala. Le premier soir, après un dîner guindé, où Derek m'a interrogé sur mon passé avec un scepticisme à peine voilé, nous nous sommes retirés à l'étage. Luna faisait les 100 pas dans la chambre, déboutonnant son chemisier avec des gestes frustrés. Il nous a percés à jour, a-t-elle murmuré. Je l'ai vu parler à l'avocat de la famille. Je me suis assis sur le bord du lit pour l'observer. On va s'en occuper, on s'en tient au plan. Mais elle s'est alors arrêtée, s'est tournée vers moi, les yeux vulnérables comme je ne les avais jamais vus. Et si on n'y arrive pas? Et si tout ça explose? Sa voix s'est légèrement brisée, et à ce moment-là, elle n'était plus la vice-présidente intouchable, mais juste une femme épuisée d'avoir dû se battre seule. Je traversai la pièce sans réfléchir et la pris dans mes bras. Elle se raidit d'abord, puis se fondit contre moi, la tête posée sur mon épaule. Hé, murmurai-je, on est dans le même bateau. Elle s'écarta juste assez pour lever les yeux vers moi, et le temps sembla s'arrêter. Ses lèvres effleurèrent les miennes, timidement, pour tester, et comme je ne m'écartais pas, elle approfondit le baiser. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas pour le spectacle. C'était brut, électrique, une libération de tout ce que nous avions retenu. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux, les miennes ont caressé son dos. Nous avons roulé sur le lit, nos vêtements tombant dans la précipitation, et pour la première fois, la tension refoulée a explosé en quelque chose de réel. Pas de mots, juste des respirations et des caresses qui disaient ce que nous ne pouvions pas dire. Après, nous sommes restés enlacés dans les draps, sa tête posée sur ma poitrine. Ça ne faisait pas partie du contrat, murmura-t-elle, un soupçon de sourire dans la voix. Je gloussais doucement. Non, mais ça semblait juste. Le lendemain matin, la réalité nous rattrapa. Alors que nous nous habilions pour les réunions de la journée, le téléphone de Luna a vibré, signalant un SMS de son assistante. Des photos granuleuses de nous, prises la nuit précédente par une caméra cachée dans la chambre. C'est sans doute l'œuvre de Derek. Il nous a espionnés, a-t-elle sifflé, le visage pâle. C'est sa preuve, le contrat, tout. La panique s'est installée. Si ces images étaient divulguées, le mariage serait dévoilé comme une imposture et Luna perdrait l'entreprise. Mais au milieu de la peur, quelque chose avait changé entre nous. Elle m'a pris la main. Je ne regrette pas la nuit dernière. Moi non plus. Pour la première fois, notre relation n'était plus une question de survie. C'était un choix. De retour à Denver, le changement était indéniable.
Luna a commencé à rentrer à la maison à 20 heures, troquant ses tailleurs stricts contre des sweats. Nous cuisinions ensemble, des plats simples comme des pâtes ou des croque-monsieur, et nous discutions. Nous parlions vraiment. Elle s'est confiée sur son enfance, sur son père autoritaire, qui la mettait en concurrence avec Derek, la forçant à prouver sa valeur chaque jour. Être une femme dans cette famille signifiait être 2 fois plus forte, m'a-t-elle dit un soir autour d'un verre de vin. Pas de place pour la faiblesse. Je lui ai fait part de mes propres blessures. L'impuissance de voir mon père dépérir. La culpabilité de ne pas avoir pu le sauver. La solitude de recommencer à zéro dans une ville qui s'en moquait. Je comprends, lui ai-je dit. Se cacher derrière des murs parce que laisser quelqu'un entrer signifie tout risquer. Ces conversations ont guéri quelque chose en nous deux, transformant notre faux mariage en sanctuaire. Mais Derek a intensifié ses attaques. Des emails anonymes sont arrivés, des copies de notre contrat, mes anciens dossiers de dette, même des images de vidéosurveillance de la propriété. Il montait un dossier pour le conseil d'administration, menaçant de nous dénoncer lors de la prochaine réunion trimestrielle. Le stress de Luna se traduisait par des nuits blanches et des repas sautés. Un soir, elle s'est effondrée dans la cuisine, les larmes coulant sur ses joues, et m'a avoué: j'ai peur, Adam, de tout perdre, de te perdre. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai murmuré: ça n'arrivera pas. Nous sommes réels maintenant. La menace planait, mais notre lien aussi, plus fort, indestructible. Pour la première fois, je ne jouais pas seulement un rôle. Je me battais pour nous. La réunion trimestrielle du conseil d'administration planait comme un nuage noir sur nos vies dans les jours qui précédaient. Luna dormait à peine, se plongeant dans des documents et répétant ses réponses devant le miroir. Je me réveillais et la trouvais en train de faire les 100 pas dans le salon à des heures indues, son calme habituel s'effritant peu à peu. Derek a tout, disait-elle d'une voix tendue. Le contrat, tes finances, même les horodatage des caméras de la propriété. S'il joue bien ses cartes, je suis fichu. J'essayais de la rassurer en la serrant dans mes bras, ce qui était devenu une seconde nature désormais. Mais la peur était bien réelle pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de la perte de l'entreprise. Il s'agissait de nous effondrer sous le poids de la révélation. Ce que nous avions construit en secret semblait trop fragile pour résister à la dure lumière du jugement. La réunion était prévue le vendredi matin dans la salle de conférence principale de l'étage de la direction. Alors que nous montions dans l'ascenseur, Luna a redressé son blazer, sa main effleurant la mienne pour la serrer rapidement. Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle, nous y ferons face ensemble. J'acquiesçai, la gorge sèche. La salle était déjà pleine lorsque nous arrivâmes. Les membres du conseil d'administration en costume sur mesure, les représentants de la famille, dont Derek à la tête de la table, et quelques cadres clés prenant des notes. L'atmosphère était tendue, au point d'en avoir la chair de poule. Derek était assis, l'air satisfait, une pile de dossiers devant lui, les yeux rivés sur nous tandis que nous prenions place. Luna était assise devant, et moi à côté d'elle, comme le conjoint compréhensif que j'étais censé être. L'ordre du jour a commencé de manière anodine. Rapport trimestriel, prévision de revenus. Mais tout le monde savait que le véritable feu d'artifice allait bientôt commencer. À mi-chemin, Derek s'est éclairci la gorge et s'est levé. Avant de passer aux approbations, a-t-il dit d'une voix douce et prédatrice: nous devons aborder une question d'intégrité concernant notre vice-présidente, ma chère sœur Luna. Il a fait signe à un assistant qui a tamisé les lumières et allumé un projecteur. Des diapositives ont défilé, des copies numérisées de notre contrat de mariage, avec des clauses sur le remboursement des dettes et la durée de 12 mois surlignés. Puis mes relevés financiers, mes factures d'hôpital, mes avis d'expulsion, mes rapports de solvabilité, entourés en rouge. Des murmures parcoururent la salle. Ce n'est pas un mariage, continua Derek, arpentant la pièce comme un procureur. C'est une imposture. Luna a orchestré tout cela pour satisfaire la clause matrimoniale du trust familial et m'empêcher d'exercer le contrôle qui m'est dû. Elle a trompé le conseil d'administration, l'entreprise, tout le monde et lui. Il m'a pointé du doigt, moi, un moins que rien désespéré. Elle a acheté pour jouer à la dinette. La salle a éclaté en murmures. Les membres du conseil d'administration se sont agités, mal à l'aise, chuchotant derrière leurs mains. Un homme âgé,
allié de longue date de la famille, a secoué la tête, déçu. Le visage de Luna était pâle, mais elle n'a pas bronché. Je sentais les regards me transpercer, accusateurs, compatissants. Derek n'avait pas fini. Il a cliqué sur une vidéo granuleuse provenant de la caméra de la propriété, datée de la nuit de notre premier vrai baiser. Même leur intimité était mise en scène pour le spectacle. C'est de la fraude, pure et simple. Luna devrait démissionner immédiatement. Le silence qui a suivi était suffocant. Tous les regards se sont tournés vers Luna, attendant qu'elle craque, mais elle s'est levée lentement, le menton haut, les mains fermement posées sur la table. Oui, a-t-elle dit d'une voix claire et ferme. Ce mariage a commencé comme un contrat. Je ne le nierai pas. Je l'ai fait pour protéger ce que j'ai construit ici. Les campagnes, les équipes, la vision qui a transformé cette entreprise d'acteurs régional en puissance nationale. Derek me sape depuis des années et je refuse de le laisser gagner par défaut. Elle fit une pause pour reprendre son souffle. Elle me jeta un coup d'œil, le regard adouci. Mais ce que Derek ignore, ce que vous ignorez tous, c'est qu'à un moment donné, cela a cessé d'être faux. J'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Un partenaire qui a su voir au-delà de mes barrières, qui ne se souciait ni du pouvoir ni du nom. Adam m'a appris que la force ne consiste pas à être invincible. Elle consiste à laisser quelqu'un vous aider à vous relever lorsque vous êtes sur le point de tomber. Le contrat, c'était une béquille. Mais ça, dit-elle en tendant la main vers moi par-dessus la table, c'est réel. Les murmures s'intensifient, mélange de choc et d'intrigue. Derek sourit narquoisement, croisant les bras. C'est une histoire touchante, ma sœur, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Tu es viré. C'est alors que je me suis levé, le cœur battant comme un tambour. Je n'avais jamais pris la parole dans une pièce comme celle-ci. Des costumes qui valaient plus que mon salaire annuel. Des visages qui décidaient de fortune. Mais je ne pouvais pas la laisser se battre seule. Attendez, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Luna a raison. J'ai signé ce contrat parce que je me noyais. Les dettes du traitement du cancer de mon père. L'expulsion qui me guettait. Je pensais que c'était juste un moyen de m'en sortir, une transaction, mais en vivant avec elle, en voyant la femme derrière le titre. Elle m'a changé. Elle m'a donné envie d'être meilleure. Pas pour l'argent ou le statut, mais parce qu'elle croyait en moi alors que je n'y croyais pas moi-même. Je l'aime. Pas la vice-présidente, pas Sterling Harris, mais Luna. Celle qui pleure devant de vieilles photos de famille, qui se tue à la tâche parce qu'elle se soucie trop des autres. Si c'est de la fraude, alors très bien. Mais c'est la chose la plus honnête que j'ai jamais faite. La salle est tombée dans un silence stupéfait. Le sourire narquois de Derek s'est effacé, son visage s'est assombri. Avant qu'il n'ait pu répliquer, une femme plus âgée, assise au bout de la table, s'est levée. Eleanor Sterling, la mère de Luna, une matriarche aux cheveux argentés qui était restée silencieuse jusqu'à présent. Sa présence imposait le respect. C'était la veuve qui avait maintenu la famille unie après la mort de leur père. Assez, a-t-elle dit d'une voix ferme mais bienveillante. Je suis au courant du contrat depuis le début. Luna était venue me voir avant de le signer. Je ne l'ai pas empêchée de le faire car je voulais qu'elle apprenne. Qu'elle apprenne que le contrôle n'est pas tout, que le véritable pouvoir réside dans l'ouverture de son cœur. Derek, vos tactiques, installer des caméras, fouiller dans le passé, ce n'est pas du leadership, c'est du désespoir. Et Adam, dit-elle en se tournant vers moi avec un petit sourire, vous avez fait vos preuves bien plus que n'importe quel contrat ne pourrait le faire. Vous faites désormais partie de la famille. Le conseil d'administration s'est à nouveau enflammé, mais cette fois-ci dans un débat. Les votes ont été appelés. La motion de Derek visant à évincer Luna a échoué de manière spectaculaire. Au lieu de cela, il a été mis à l'écart. Il a été exclu des comités clés pour conduite contraire à l'éthique. Son influence a été réduite à néant. À la fin de la réunion, le chaos régnait. Poignées de main, questions, flash des photographes internes. Luna et moi nous sommes éclipsés par une porte latérale, sa main dans la mienne, un poids en moins sur nos épaules. Dans l'ascenseur, elle s'est appuyée contre moi, les larmes aux yeux. « On a réussi », m'a-t-elle murmuré. Plus besoin de se cacher. Je l'ai embrassée sur le front, me sentant vraiment libre pour la première fois. La comédie était terminée, mais ce qui restait était indestructible.
La réunion du conseil d'administration derrière nous, la date d'expiration du contrat est arrivée et s'est écoulée comme une note de bas de page silencieuse dans une histoire qui avait dépassé ses pages. Luna et moi n'avions plus besoin de paperasse pour nous définir. Nous nous étions choisis, non par désespoir ou par stratégie, mais parce que ce que nous avions trouvé valait la peine d'être conservé. Le penthouse au contour froid et à la vue panoramique, qui nous avait autrefois donné un sentiment d'isolement, ne nous convenait plus. Nous l'avons vendu en quelques semaines et avons acheté une modeste maison dans la banlieue de Denver. Une maison confortable de 2 étages avec un porche qui en faisait le tour et un jardin suffisamment grand pour y cultiver des fleurs. Elle n'était pas tape à l'œil, sans comptoir en marbre, ni stores automatiques. Juste des parquets chaleureux, des coussins colorés que Luna avait choisis elle-même et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière dorée du soleil. Pour la première fois, nous avions l'impression d'être chez nous et non sur une scène. Luna a réduit son temps de travail, déléguant davantage à son équipe et s'éloignant des interminables batailles dans la salle de réunion. Elle conservait son titre de vice-présidente, mais elle prenait du temps pour elle, pour nous. Je rentrais de mon nouveau travail dans une petite agence de publicité du centre-ville où j'avais décroché un poste de rédactrice en chef grâce à la confiance que j'avais acquise, et je la trouvais dans la cuisine en train d'expérimenter de nouvelles recettes. J'ai brûlé la première fournée, disait-elle en riant, brandissant un plateau de biscuits légèrement carbonisés. Nous les mangions quand même assis à table, partageant les anecdotes de notre journée. Elle s'est mise au jardinage, plantant des tulipes et des herbes aromatiques dans le jardin, les mains sales pour la première fois depuis des années. Qui aurait cru que la terre pouvait être thérapeutique? S'interrogeait-elle en essuyant la sueur de son front. Je l'ai rejointe, creusant des trous et arrosant les plantes, éprouvant une joie simple à construire ensemble quelque chose qui n'impliquait ni tableur ni contrat. Notre mariage n'avait rien à voir avec les événements scénarisés que nous avions endurés auparavant. Nous avons opté pour une cérémonie intime, dans notre jardin, par un après-midi d'automne frais, en présence d'une poignée d'amis proches, de ma mère venue du Texas et de la mère de Luna, rayonnante au premier rang. Pas de photographe, pas de vœux élaborés rédigés par des assistants. Luna portait une simple robe ivoire qui flottait dans la brise, et je me tenais là, dans un costume que j'avais choisi moi-même, le cœur battant, non pas à cause du trac, mais de la certitude. Nous avons échangé nos alliances, de simples bagues en or que nous avions choisies ensemble. Les yeux de Luna ont croisé les miens, doux et sans défense. « Je te choisis », a-t-elle dit d'une voix ferme. Non pas parce que je le dois, mais parce que je le veux. Maman a essuyé ses larmes en nous serrant dans ses bras après la cérémonie, murmurant à quel point papa aurait été fier. La mère de Luna m'a pris à part plus tard, la main posée sur mon bras. « Vous lui avez redonné sa lumière », m'a-t-elle dit. Nous avons dansé sous les guirlandes lumineuses au coucher du soleil, l'air rempli de rire et de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas un conte de fées grandiose, mais c'était le nôtre, réel et sans filtre. La vie après cela n'a pas été un long bonheur sans nuages. Le véritable amour ne l'est jamais. Il y a eu des moments difficiles, des jours où les vieilles habitudes ont refait surface. Luna se plongeait dans ses emails professionnels pendant le dîner, son esprit retournant vers le monde hautement risqué qu'elle avait laissé derrière elle. Et je ressentais une pointe d'insécurité, me demandant si j'étais assez bien pour la garder les pieds sur terre. Nous nous disputions pour des petites choses comme les tâches ménagères ou pour des choses plus importantes comme sa culpabilité persistante concernant la tromperie du contrat. Une fois, après une discussion particulièrement animée sur les attentes de la famille, elle s'est précipitée vers le porche, les larmes coulant sur ses joues. Je l'ai suivie et je me suis assis à côté d'elle en silence jusqu'à ce qu'elle pose sa tête sur mon épaule. « Je suis désolé, disait-elle. J'apprends encore à lâcher prise. » Je m'excusais à mon tour, admettant ma propre peur de ne pas être à la hauteur. Nous discutions parfois jusqu'à l'aube, dévoilant les couches de douleur que nous portions depuis des années. Mon chagrin pour mon père refaisait surface dans les moments calmes, et Luna me serrait dans ses bras, me racontant ses propres histoires de perte. La mort de son père, il y a des années, le vide émotionnel qu'elle avait laissé dans la famille. Ces vulnérabilités ne nous ont pas brisés. Elles nous ont rapprochés, nous apprenant le pardon,
la patience et l'art d'être présente même quand c'était difficile. Les soirées sont devenues notre rituel. Nous nous asseyions sur la balancelle du porche, une tasse de café à la main, le sien noir, le mien avec de la crème, et nous regardions les lumières de la ville scintiller au loin. Les rocheuses se dressaient comme des gardiens silencieux, et nous parlions de l'avenir. Des voyages au Texas pour rendre visite à maman, peut-être créer une petite entreprise ensemble, rêver d'une famille un jour. Pas de précipitation, pas de pression, juste des possibilités. Luna s'épanouissait dans ce nouvel équilibre. Elle riait plus facilement. Ses sourires atteignaient ses yeux. Je me sentais plus stable, moi aussi. Je n'étais plus celui qui vivait au jour le jour, mais quelqu'un qui construisait une vie qui valait la peine d'être vécue. Un soir, alors que nous regardions un orage approcher, Luna s'est tournée vers moi, sa main dans la mienne. Si tu pouvais revenir en arrière, m'a-t-elle demandé doucement, signerais-tu à nouveau ce contrat? Sachant le chaos qu'il avait provoqué, j'ai marqué une pause, traçant ses doigts avec mon pouce. La pluie a commencé à tambouriner sur le toit, dans un rythme apaisant. Si cela m'avait permis de te trouver, j'aurais signé 1000 fois. Le prix en valait la peine. Elle a souri et s'est penchée vers moi pour m'embrasser, un baiser qui avait le goût du café et de la maison. Au final, notre histoire n'était pas une question de contrat ou de jeu de pouvoir. C'était l'histoire de deux personnes qui se sont rencontrées alors qu'elles étaient au plus bas, qui ont affronté ensemble les tempêtes et qui en sont sorties plus fortes. Le bonheur ne venait pas de la perfection. Il venait du courage de vivre authentiquement, de la grâce de guérir les blessures de l'autre et du simple choix de se réveiller chaque jour en disant « Je te choisis ». Alors que la pluie tombait à torrent, nettoyant le monde, je savais que nous avions trouvé quelque chose de durable. Plus besoin de faire semblant, juste nous, réels et indestructibles.